Bonjour à tous. Donc, je vais aborder pendant une dizaine de minutes surtout la question qui vient de vous être posée, c'est-à-dire que comment la France se situe par rapport à ce qu'on appelle la révolution digitale ou la troisième révolution industrielle. Je vais juste dire quelques mots à ce propos. Et surtout illustrer les changements en cours et ceux qui viennent, puisque ce que nous allons voir dans ces quelques minutes, disons jusqu'à 16 heures, c'est comment nous sommes impactés par cette révolution digitale. Alors, je pense que ça c'est bon, non? Non, c'est là. Voilà. Très rapidement, je reviens sur un point, celui de la troisième révolution industrielle. Donc, nous avons eu deux révolutions industrielles dans les années 80 des deux derniers siècles, dans les années 1780 autour de la vapeur, 1880 l'électricité, le moteur explosion, chimie, pharmacie. Et donc, depuis les années 80, nous sommes dans la révolution de l'informatique. À chaque fois, quand on réfléchit aux révolutions industrielles, on cherche quel est le moteur de transformation. Quand on date une révolution industrielle d'une décennie, généralement, la révolution industrielle monte depuis 2 à 3 décennies avant cette décennie-là, et on date une révolution industrielle du moment à partir duquel cette révolution industrielle transforme réellement l'environnement. Donc les conséquences de cette troisième révolution industrielle, nous les connaissons tous, puisqu'un des points clés qui va évidemment ressortir tout de suite, c'est que la révolution digitale n'est pas devant nous, elle est déjà derrière nous en réalité. Et les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et de la communication ont déjà été totalement transformées. Nous sommes entrés donc dans ce qu'on peut appeler le monde 3.0, qui transforme complètement tout le système économique, tout le système de distribution, et maintenant avec l'intelligence artificielle, la façon même dont on aborde des problèmes. Ce qui est très important pour nous à l'APM, c'est que cette troisième révolution industrielle est en train d'abolir, c'est largement fait, ça a commencé plutôt il y a une quinzaine d'années, c'est très largement à l'œuvre, mais elle abolit la distinction entre biens et services et elle transforme les relations entre les hommes. Alors, ce sur quoi je voudrais prendre 2 minutes, parce que c'est un sujet compliqué qui a fait l'objet des dernières rencontres de Davos, qui est assez controversé, puisque nous sommes, je vous dis ici que nous sommes dans la troisième révolution industrielle. Certains ailleurs, souvent dans des manifestations où on a besoin de faire du marketing, on parle de quatrième révolution, pourquoi pas la cinquième, ainsi de suite. En réalité, la révolution industrielle, ce n'est pas juste des gimmicks, des outils qui changent, c'est un système global. Le mot industriel, de ce point de vue, est réducteur. Une révolution industrielle, c'est en fait une transformation politique, culturelle, éducative, c'est une transformation globale. On a recommencé il y a une dizaine d'années à réétudier très fortement les 2 premières révolutions industrielles pour comprendre celle dans laquelle nous sommes, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on n'est pas plus malin que les autres. Les gens, dans les années 1780, ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient dans la première révolution industrielle. Même dans les années 1880, ils n'avaient pas davantage conscience. Et nous-mêmes, dans les années 1980, et même 20 ans après, on a longtemps débattu du fait de savoir si on était dans une révolution industrielle. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a dégagé, dans la chaire où je suis, j'ai créé un institut qui travaille là-dessus, l'Institut de l'économie, mais il y a des travaux aux États-Unis, il y a des travaux en Angleterre, essentiellement aux États-Unis. Donc, essayer de dégager ce qu'on peut appeler une maquette de révolution industrielle. C'est quoi une maquette d'une révolution industrielle? Surtout comment elle se met en œuvre, comment elle transforme le système. Et en fait, on s'aperçoit sur les 2 premières qu'au fond, une révolution industrielle se partage en 2 moitiés. Une première moitié, c'est ce qu'on a observé sur les 2 dernières, une moitié dans laquelle on assiste à la constitution d'une offre de produits abordables avec une utilisation simplifiée. Si je prends un exemple simple, on parle de la révolution de la vapeur, mais ce qui va contribuer à la transformation du monde au XIXe siècle, c'est évidemment la locomotive et puis les bateaux à moteur.
la première locomotive opérationnelle, donc la révolution industrielle de la vapeur, elle est dans les années 1780, mais la première locomotive, c'est 1815, et les premiers chemins de fer opérationnels en Europe, c'est 1830. Mais entre 1830 et 1880, l'Europe est totalement changée, et encore aujourd'hui, 80% du système ferroviaire de l'Europe de l'Ouest a été construit entre 1830 et 1880. Donc, première moitié où on développe le système d'offres et une deuxième moitié, demi-siècle, de développement de la demande de ces produits. Généralement, on parle de la révolution des usages. Si vous voulez vous amuser, vous retrouverez certainement sur Internet Victor Hugo décrivant son voyage de Paris à Orléans en train vers 1845. C'est une mutation complète de la vision du monde. C'est une apparition d'une classe moyenne en capacité d'acheter les produits de la révolution industrielle. Il y a plusieurs façons de définir une classe moyenne, par les niveaux de revenus, par les comportements. Mais par rapport à ce modèle de révolution industrielle, on peut aussi définir une classe moyenne comme étant ceux qui, notamment dans la deuxième moitié de la révolution industrielle, achètent les produits de la révolution industrielle et généralement les produisent. En gros, c'est ce qu'on a appelé le Fordisme dans la deuxième révolution industrielle, les ouvriers de Ford produisant des voitures qu'ils achetaient eux-mêmes. Donc, nous avons ce modèle qui résulte des deux premières révolutions industrielles. Alors, j'ai peut-être vu un certain nombre d'entre vous dans des clubs récemment, mais ce qui est très important, c'est que pour comprendre ce qui nous arrive, justement, on se replonge vraiment dans l'histoire. Vous savez qu'une des questions qui se posent actuellement, c'est éventuellement l'entrée dans une nouvelle stagnation séculaire. C'est un mot qu'on ne comprend pas. Si on ne sait pas qu'avant la première révolution industrielle dans les années 1780, en gros, pour simplifier, le monde moderne est né il y a 33 siècles, au XIIIe siècle avant notre ère. C'est le moment où on invente l'alphabet, la notion de l'État moderne et la notion du Dieu unique, qui est une compréhension de l'infini. Et sur ces 33 siècles, il y a eu 31 siècles de stagnation du niveau de vie et de l'espérance de vie. Et en 2 siècles, on a multiplié le niveau de vie par 20 et l'espérance de vie par 3. Donc une révolution industrielle, c'est une mutation globale de la façon dont on voit les choses. La deuxième révolution industrielle apporte les syndicats, l'école primaire pour tout le monde, la révolution de la place des femmes dans la société. Jusqu'à la fin du 19e, elles sont à peu près dans la même position dans la société que 2000 ans avant. Et un siècle après, tout est modifié. Donc, les révolutions industrielles sont des révolutions totales. Alors, ce qu'on essaye de faire pour comprendre le monde dans lequel on est, et pour essayer d'utiliser ce modèle, c'est de faire une hypothèse, qui est une hypothèse au sens scientifique et qui est donc réfutable. C'est une hypothèse selon laquelle ce modèle, je ne vais pas le développer ici, cette maquette de révolution industrielle va s'appliquer à la troisième. Et donc, en réalité, parce que si vous regardez et vous écoutez tous les experts, on vous peut décrire des produits, des transformations de modèles économiques, mais globalement, où on va, on n'en sait rien. On voit la Chine et les États-Unis qui sont en compétition globale. L'essentiel des marchés mondiaux sont tenus par les GAFAM à l'ouest et par les BATX en Chine. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Bon, on a du mal à penser les transformations stratégiques du monde. L'hypothèse qui est faite ici, c'est qu'en fait, nous sommes peut-être tout simplement dans la première moitié de la troisième révolution industrielle, qui est le moment de la constitution d'un système d'offres. Et on verra les applications. Et puis, si cette hypothèse se révèle exacte, et on va le savoir très bientôt, puisque donc c'est à partir de, disons, dans une dizaine d'années, on aura tous les éléments pour voir si cette maquette s'applique à la troisième révolution industrielle, on aura toutes les applications de cette révolution industrielle. Alors, un point clé dans la réflexion et dans les discussions qu'on peut avoir au niveau d'un pays comme la France face à la troisième révolution industrielle, sachant que ma co-animatrice vous parlera plutôt de comment ça impacte mon entreprise. Mais mon entreprise, elle est dans un pays. Donc si mon pays, il n'embraye pas, c'est plus dur pour moi quand même. Donc cette troisième révolution industrielle, elle nous fait rentrer dans ce qu'on a appelé, on a créé un terme qui s'appelle, ce terme d'économie avec un I, et on est entré dans l'économie entrepreneuriale, ce I venant de... Nous sommes dans une révolution de l'intelligence, de l'informatique, de l'Internet, de l'innovation, de l'intégration des systèmes. Donc c'est le fruit de 3 nouvelles formes d'innovation dans les systèmes de production, de distribution et de consommation. Il y a 3 mutations qui expliquent et
est présente cette économie entrepreneuriale. D'abord, vous avez une mutation scientifique et technologique, c'est la plus palpable peut-être, avec cette entrée dans l'économie de l'informatique, des logiciels en réseau, de l'intégration des systèmes. Par exemple, Airbus, le système de production d'Airbus, c'est un système d'intégration des processus de production entre les donneurs d'ordre et tous les sous-traitants. Hein. C'est un immense logiciel qui gère la construction de l'appareil. Bon, c'était inenvisageable il y a 50 ans. Donc c'est une mutation scientifique et technologique. Ce qui est... Alors les Français, ils sont très bons hein. Là-dedans, on est très très bons, on a de très bons ingénieurs, les meilleures écoles mathématiques au monde. Donc les mutations scientifiques et techno, pour nous, fastoche, on comprend. Là où ça devient très compliqué pour nous, c'est que c'est une mutation aussi de l'économie entrepreneuriale et du système d'innovation, et c'est une mutation capitalistique et entrepreneuriale. Alors là, bon, on ne va pas le développer, hein, éventuellement dans les questions si ça vous amuse, mais capitaliste, pour nous, ce n'est pas un mot, si vous voulez. Là, à l'instant où je viens de le prononcer, vous êtes 80, il y a 80 compréhensions du mot, et il y a 1000 filtres qui ont filtré le mot, et derrière, il y a les gros patrons qui cassent les ouvriers, il y a tout ce qu'on peut imaginer. En réalité, le capitalisme, c'est juste un système de financement de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Bon, et donc, nous sommes dans une mutation des formes de financement et de développement, mais on ne peut pas penser ça neutre en France. C'est toujours extrêmement chargé sur le plan social, politique, historique. Et puis, troisième mutation en cours, comme comparable à ce qu'on a pu observer dans les deux premières, c'est une mutation des usages. Donc ça, mais vous le savez déjà, bon, on n'achète plus une bagnole, même si on continue d'en acheter, mais on commence à acheter des heures d'utilisation de voiture, et puis demain, on ne conduira même pas la bagnole. Donc le point important, c'est que ça nous amène à chaque révolution industrielle, ça c'est pas du tout perçu, ça nous amène dans une nouvelle industrie. Alors vous savez qu'on parle à juste titre de l'effondrement de l'industrie française depuis 20 ans, qui est une industrie manufacturière classique, qui n'assure plus que 12% du PIB, alors qu'en Allemagne c'est plutôt 20%. Mais en réalité, donc ça c'est vrai et c'est très 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 important, mais néanmoins, la troisième, alors cette notion d'industrie telle que nous l'avons à l'esprit, telle qu'elle est mesurée par l'INSEE et tous les instituts de conjoncture mondiaux, c'est une notion d'industrie liée à la deuxième révolution industrielle. Une grande partie des problèmes de mesure de ce qui se passe dans l'économie aujourd'hui, c'est qu'on a tous les systèmes de mesure sont calés sur les concepts de la deuxième. Et on n'a toujours pas, on n'a pas fait la mutation pour passer dans les concepts liés à la troisième. Aujourd'hui, donc, comme avec chaque révolution industrielle, l'industrie change de nature. Et pour faire court, aujourd'hui, l'industrie doit être définie comme toute activité à base de processus normés et informatisés. Toute activité à base de processus normés et informatisés, c'est l'industrie. Donc là, on fait éclater tous les concepts habituels. Hein. La banque, l'ingénierie, la logistique font partie de l'industrie. Quand Publicis devient le numéro 1 mondial de la publicité sur Internet, il bascule des services à l'industrie dans cette vision. L'économie entrepreneuriale, c'est une révolution donc, de l'intelligence en réseau qui est appliquée à toute la transformation du monde que nous observons. Si je veux tenir le temps, quels sont les éléments moteurs? Bon, vous le savez, les véhicules autonomes, mais ce n'est pas juste un gadget, c'est un nouveau système de production puisque ça entraîne toute une série de technologies, le développement de toute une série de technologies, notamment l'intelligence artificielle est au cœur de la voiture autonome, mais les investissements massifs sur la voiture autonome poussent massivement l'intelligence artificielle qui aura des applications dans d'autres domaines. Il est possible d'ailleurs que les grands travaux qui sont faits sur les véhicules autonomes aujourd'hui aient des applications qui feront qu'en fait ça sera appliqué à d'autres domaines. Il est vraisemblable que les tracteurs autonomes seront en piste avant les voitures autonomes. Les avions, les bateaux, tout se transforme extrêmement vite. L'impression 3D transforme également, cette fois, la localisation de l'industrie. On assiste à un début de relocalisation des systèmes de production, et ceci pourrait s'accélérer extrêmement vite. Voilà, la robotique de pointe, de l'agriculture à la chirurgie, transforme tout, les nouveaux matériaux. Voilà, je passe, vous avez des idées claires là-dessus, je suppose. Et je veux venir surtout à ce point clé que
Si on revient au modèle des deux dernières, et ce qui est troublant quand on analyse ça, c'est qu'il y a une confusion dans nos esprits qui pensent que parce que nous avons des gadgets qui nous permettent de nous connecter, on pense plus vite que les types il y a 200 ans. On est plus malin qu'eux, tout ça est faux. En d'autres termes, nous mettons autant de temps à nous adapter à une révolution industrielle qu'ils nous en ont mis dans les deux premières. En revanche, il y a un moment où il y a une très forte accélération de la révolution industrielle. Ça a été vrai pour la vapeur, ça a été vrai pour l'électricité. Et là, on arrive au fond à ce qu'on peut appeler un point de maturation de la révolution industrielle, de telle sorte que d'ici 2025, c'est-à-dire demain matin, là j'ai rassemblé beaucoup d'attentes qu'on peut lire dans l'ensemble de la littérature. 10% des personnes porteront des objets connectés à Internet sur eux tous les jours. Bon, il y aura 1000 milliards de capteurs accordés à Internet, mais ça sera peut-être 2000, 3000. 80% des personnes auront une présence numérique. La première voiture en impression 3D aura déjà eu lieu. 5% des produits de consommation seront vraisemblablement imprimés en 3D, y compris dans l'alimentaire. 90% de la population utilisera des smartphones. Aujourd'hui, en Chine, il y a 900 millions de Chinois qui ont des smartphones en 4G. 900 millions de Chinois qui sont sur des smartphones en 4G, c'est plus que la population combinée des États-Unis, de la zone euro et du Japon, qui est inférieure à 800 millions. Tout ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc on aura aussi une expérimentation généralisée des technologies d'intelligence artificielle avec des applications de tout ça, qui n'est pas seulement des robots qui vont dans la Lune. Plus du tiers du trafic, on anticipe, sera au service des particuliers en direction des appareils électroménagers ou la fermeture des rideaux des maisons. Attends, il est allé trop loin là. Troisième... Bon. Non, c'était avant. C'était quoi avant? C'est celui que j'ai montré. Oui, donc ce qu'on observe aussi, c'est que les attentes des clients évoluent vers l'expérience. Bon, vous avez un développement massif des comparateurs qui est en train de totalement bousculer le système bancaire. Là, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui peuvent sauter en France sur les 300 000 emplois de l'industrie bancaire. Vous avez des stratégies de plateformes qui transforment tout. L'intelligence artificielle est en explosion de développement. Bon, donc... le suivant, apparemment, c'est plus avec vous que ça marche qu'avec ça. Donc la troisième révolution industrielle est déjà en pleine maturité. C'est ça qui est très important. C'est ça qui n'est pas encore compris par les élites dirigeantes. Il y a une élection le 24 septembre en Allemagne. Les Allemands ne parlent pas plus de la troisième révolution industrielle dans cette élection à la chancellerie qu'on en a parlé dans l'élection française il y a quelques mois. Donc ce n'est pas en train de commencer, ça ne va pas s'accélérer. En fait, c'est déjà derrière nous. Ça a commencé il y a 3 décennies, c'est en pleine accélération. Et le monde aura muté dans 7 ans. Voilà. Donc c'est une transformation globale. Vous avez plein de technologies qui arrivent à maturité. La 5G va être déjà testée en 2018. La 5G est attendue comme... étant capable d'être 1000 fois plus rapide que la 4G. Vous voyez toutes les applications que ça entraîne. Donc c'est fait, dans 3 ans c'est fait. Dans 5 ans on sera tous en 5G ici, puisque les gens de la PM sont en avance, donc tout le monde sera en 5G. Donc les exosquelettes sont programmés, ça va changer. Vous savez qu'on est dans un monde en vieillissement. La question essentielle, c'est comment on garde les personnes chez elles le plus longtemps possible. Les exosquelettes qui sont actuellement développés pour l'armée, notamment ça commence aux États-Unis, maintenant c'est dans toutes les armées modernes qui développent les exosquelettes. Il y aura des applications donc, pour les personnes âgées, on pourra en parler si ça vous amuse. Les piles industrielles, tout ça va transformer le monde dans lequel on est, les drones, voilà, ainsi de suite. Donc, est-ce que j'en ai un autre? Voilà. Dernier point, puisqu'on est à l'APM, pour comprendre non seulement la nature de la transformation qui est en cours, mais les marchés qui sont en jeu. Quand on a fait la première révolution industrielle, au milieu du 19e siècle, il y avait 50 millions de gens qui étaient concernés, c'est-à-dire en capacité d'acheter les produits, d'acheter des billets de train,
du réseau qui était construit depuis 1830. Avec la deuxième révolution industrielle, dans les 30 glorieuses, dans les années 50-60, il y avait à peu près 500 millions de personnes, essentiellement d'ailleurs à l'époque en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et au Japon, qui étaient les clients et les producteurs de la deuxième révolution industrielle. Là, l'UNCTAD, la direction des études économiques des Nations Unies, estime que nous serons 5 milliards dans la troisième révolution industrielle à acheter les produits et à les produire. Donc c'est une multiplication par 10 à chaque fois, c'est une mutation totale, juste une seconde. Et donc, même les flux de tourisme explosent. On a oublié, être touriste dans les années 50-60, c'était réservé à très peu de monde. On est déjà plus d'1 milliard, on sera 2 milliards bientôt. Donc c'est une mutation et globalisation totale. Tout ça, c'est sous l'angle technologique, scientifique, managérial. Dans le même temps, on assiste à une demande d'identification des peuples, un retour de demande des frontières. Donc c'est un des sujets majeurs que devront gérer les gouvernements, les peuples et l'Union européenne. C'est comment on crée une matrice qui permette d'éviter l'explosion du système entre une globalisation totale des systèmes de production et de consommation et une demande d'identité et une demande de frontières qui permettent aux peuples de maîtriser leur culture et de se sentir bien dans leur peau. Voilà. Donc ces mutations, elles ne sont pas demain, c'était hier, elles ne font que s'accélérer, elles arrivent à maturité avant 10 ans. Donc c'est une transformation, comme on en connaît très peu, on n'en a jamais connu de telle pendant les 31 siècles qui ont précédé la première révolution industrielle. Ça n'a jamais été aussi vite dans les deux premières. Voilà. Après, ça va peut-être se calmer dans la deuxième moitié du XXIe siècle, ou après 2030, on aura pris l'habitude de tous ces gimmicks, de tous ces produits, de toutes ces applications. Ça sera complètement inné pour les gamins d'aujourd'hui. Mais voilà, on est à ce moment de fracture, de bascule, de rupture. Et c'est là, c'est en ce moment. C'est même peut-être, c'était déjà hier. Merci. Merci Christian Saint-Étienne pour cette première phase qui nous permet d'avoir une approche macro, globale, systémique du sujet qui replace par les sur le plan de l'industrie et puis ce qui se passe maintenant. C'est vrai que ça nous donne davantage de perspective. Alors on va faire quelque chose de très simple, on va retourner sur Bicas et vous reposer la même question et vous allez donner votre sentiment s'il vous plaît sur la France est-elle dans le coup par rapport à ce qui est en train de se passer dans cette révolution digitale et dans le coup aujourd'hui. Ça serait la même question si on vous demandait est-ce que l'Union européenne est dans le coup? Ou est-ce que la France et l'Allemagne sont dans le coup? Pour ne pas faire du franco-français. 20 secondes, vous avez eu le temps. Je vous remercie. 72. Vous vous souvenez du chiffre tout à l'heure? 47. Bien. Et donc, en fait, on va faire exactement le même sujet, le même mode d'interrogation, votre sentiment avant et après l'intervention de Marilène Vicari, où là, on va, Christian Saint-Étienne l'a évoqué tout à l'heure, regarder une expérience assez extraordinaire, vécue, réelle, ça s'appelle liberté, et nous allons pouvoir ensuite faire des transpositions entre cette expérience et vos vies d'entrepreneurs, de dirigeants et d'entreprises. Et donc, on va commencer par la première question, qui est est-ce que votre entreprise est suffisamment mature face aux enjeux du digital, notamment à travers la lecture que Christian Saint-Étienne nous en a fait. On se donne une vingtaine de secondes également. J'ai pas dit de conneries. J'ai pas dit de conneries. Ça correspond à ce que vous vivez. Bon. 31, oui. 57, non. Et une dizaine de pourcents pour ne sait pas. Marianne Vicari, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je suis Marianne Vicari, donc j'ai fondé Liberté Générale. C'est un lieu d'innovation technologique, civique et sociale. Donc, juste ça. Je vais juste vous raconter qui on est, ce qu'on fait là-dedans. Et puis, assez vite, je vais revenir sur des expériences, un peu de premier pas dans les logiques de digitalisation. En fait, Liberté, c'est un lieu, quand je dis d'innovation tech, civique et sociale,
ça veut dire qu'on va adresser des sujets de société. Des sujets de société aussi, on va dire, importants que la santé, l'emploi, l'apprentissage, l'éducation, enfin des très gros sujets. Et pour ça, on réunit dans un même bâtiment différents types de profils. Des profils tech, ça c'est un premier sujet, donc des startups qui ont un cœur IA, data, big data, et d'autres types d'acteurs, des chercheurs, des institutionnels, des entreprises, des équipes de services publics, et même au final les usagers, ceux qui vont utiliser au final ces services. Et ça, c'est finalement la mécanique. La méthode qu'on met en place, c'est réunir plein de gens différents pour adresser, avec cette pluralité de regards et de façon de travailler, des sujets. Si je reviens un tout petit peu sur... Voilà. En fait, on a créé un lieu d'abord. On s'est dit qu'il fallait les réunir physiquement. Parce que ça marche de fonctionner à distance, il y a plein d'outils technologiques qui le permettent, mais au final, la relation physique, ça permet de créer beaucoup plus de connexions et d'idées que le simple travail à distance. Donc on a créé un lieu de 2000 m², avec différents étages, 200 résidents, français internationaux, ça c'est super important, ils ne sont pas que francophones, il y a beaucoup d'internationaux chez nous. Et aussi avec qui se soit aussi en fait un lieu de vie, un lieu d'expérimentation, un lieu de partage, un lieu pour pas seulement incuber des startups, vous voyez, un lieu pour travailler et échanger sur différents gros sujets. L'écosystème global en résidence, vous l'avez là. Ce que j'ai fait, donc je vous ai dit, des startups, des chercheurs, des artistes, des designers, des grandes entreprises. Je ne reviens pas sur on va dire, le collectif, volontairement structuré de façon hétérogène. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée, comme ça, juste prendre 2-3 interviews de résidents. Vous compreniez ce qu'ils font. Et ce sont des... Parce que je n'ai pas vu, vous n'êtes pas aux libertés de Huyghe, là, donc du coup, l'expérience vécue est quand même relative. Et du coup, c'est plus pour vous montrer le type de personnes qui travaillent chez nous. Quand on disait tout à l'heure que ce sont des visionnaires, c'est qu'ils ont souvent en fait un coup d'avance sur les modes de travail, les façons de coopérer, de travailler, tout ce qui est dans la logique de l'open innovation, de la coopération, de réflexion sur comment est-ce que j'allie efficacité et bien-être au travail, plein de questions comme ça. On va les retrouver. Alors, c'est des profils assez jeunes, c'est souvent des start-upers, MIT, moins de 30 ans, des gens comme ça, donc ils sont assez typés, on va dire, pour ce qui concerne ces start-upers-là. Et finalement, tout l'écosystème qui est structuré autour est plus varié que cet écosystème tech-là. Et donc, juste il y a 2 minutes, juste pour vous faire un peu toucher du doigt les profils qui sont en résidence. Je m'appelle Bénédicte de Rafix-Soissons, je suis la CEO et fondatrice de Clustry. Et Clustry, c'est la première solution de Talent Management Intelligence. En fait, on transforme des millions de données de parcours de professionnels dans le monde entier en décisions de ressources humaines basées sur un discours de preuve. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est mettre la donnée au service de l'intelligence et du courage de la discours standard. pour aider justement à devenir audacieuse. Discours standard. Nous sommes un écosystème de travailleurs indépendants dans la tech. Nous travaillons une partie de la semaine pour des startups et des entreprises à but non lucratif et une autre partie de la semaine pour des procédés en interne qui nous permettent de mieux travailler ensemble dans un cadre collaboratif et bienveillant. On veut chez Mangrove, c'est travailler de manière plus libre, plus épanouissante, être dans un collectif qui nous inspire. On veut être dans un esprit tous les jours, dans un environnement de bienveillance, dans un environnement de transparence complète, sans vraiment d'hierarchie. On sait comment faire, on met en place les choses pour le faire, et on veut ensuite inspirer toute la société dans ce mode de fonctionnement. Paul Durand, data scientist et fondateur de l'ONG Base Impact. On est une startup ONG qui utilise la big data pour résoudre des problèmes de société à grande échelle. Et ce qu'on fait, c'est on crée des produits technologiques open source, donc des services publics digitaux qu'on va donner au gouvernement, aux pays autour du monde. Et on fait ça aujourd'hui aux États-Unis et en France sur les domaines comme la santé, la justice et donc ici en France sur l'emploi. Je m'appelle Julie de Pimodan. Je suis la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Fluicity et qui a pour objectif de recréer du lien citoyen entre les collectivités locales et leurs électeurs. Nous, en fait, notre vision, c'est de partir du principe que le gouvernement de demain sera obligatoirement fait d'intelligence collective. Et donc, ce qu'on souhaite faire, c'est être capable de capter l'intelligence citoyenne en passant par les nouvelles technologies
Donc essayer de créer des communautés de citoyens qui sont informés et engagés et qui contribuent à l'amélioration de l'espace public. Je m'appelle Judith Grimbach, j'ai 30 ans, je suis réalisatrice, passionnée par l'innovation et plus particulièrement par l'innovation éducative et sociale. Je veux mettre en lumière les initiatives des acteurs de changement pour contribuer à les rendre visibles du plus grand nombre. Et je suis persuadée que les médias doivent avoir un grand rôle à jouer dans la démocratisation de tous ces mouvements. Alors ça, c'est pour une partie de l'écosystème en fait, qui est en résidence. Il y a aussi des acteurs de services publics. Et je vous en ai mis un. Je crois qu'il faut que vous lanciez vous en fait. Je vous ai juste mis un profil. Je m'appelle Frédéric Bardal, donc j'ai un profil plutôt scientifique. J'avais déjà une école d'ingénieur suite une thèse. Donc j'ai travaillé dans la science des données, la data science. Et parallèlement à ça, je suis directeur technique d'une association qui s'appelle Data for Good. On essaie de mettre en relation des data scientists et des associations pour les faire travailler sur des projets, pour les aider à améliorer leur fonctionnement grâce aux données. Le défi public pour lequel je vais travailler est pour la Cour des comptes. En fait, la Cour des comptes elle a une mission qui dépend de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui dit que chaque citoyen a le droit de demander des comptes à l'administration. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette mission globale. Et donc mon défi, c'est de mettre à disposition plus facilement des citoyens tous les rapports qui sont produits par la Cour des comptes, ils sont nombreux, et les rendre plus accessibles et plus réutilisables. Ma motivation pour intégrer ce programme et tenter de résoudre ce défi d'intérêt général, c'est vraiment le sens du service public, c'est-à-dire essayer d'aider les institutions. Je pense qu'on peut le faire vraiment grâce à la science des données. On peut vraiment apporter des choses qui ne sont pas encore présentes ou pas suffisamment présentes dans les administrations. Et c'est un domaine, à l'heure actuelle, la data science, qui est vraiment réservé aux entreprises. Et mon souhait, c'est que ça se diffuse le plus largement possible dans les administrations. Je vous laisse mettre la slide d'après. Et on a essentiellement aussi des grandes entreprises. Et en fait, les grandes entreprises qui viennent chez nous, elles viennent chercher plusieurs choses. Elles viennent certes accélérer des projets en innovation en travaillant avec ces écosystèmes-là. Le fait qu'ils travaillent dans des univers finalement de biens publics, absolument pas grand intérêt pour un Société Générale, un Visa, un Vivendi. Bon, ça en a un peu plus pour un RTE, Orange, les gens qui ont par ailleurs des missions de service public dans leur ADN. Mais au final, c'est pas ça qu'ils viennent chercher. Ce qu'ils viennent chercher, c'est des méthodes de travail, des modes de fonctionnement, une culture de l'innovation. Parce que ces gens-là, quand ils travaillent, en fait, ils travaillent de façon extrêmement agile, extrêmement rapide, avec des mécaniques qui ne sont pas des mécanismes où on va investir longtemps un projet, le préparer et ensuite le tester. Ils ont des approches itératives qui fait qu'ils investissent peu, qu'ils ont des approches extrêmement frugales, puisqu'en fait, une start-up n'a pas d'argent, donc globalement, elle est obligée de trouver des méthodes agiles et peu coûteuses pour pouvoir développer son activité. Et donc, les start-up, les grandes entreprises qui viennent chez nous, elles viennent pour deux choses. Elles viennent à la fois pour accélérer des projets business, en hybridant leurs équipes de grandes entreprises avec ces équipes-là, des designers, des start-upers, des profils qu'on va sélectionner et mobiliser autour de leur sujet. Sur des périodes données, ça peut être des sprints de 3, 4, une semaine. En mode intrapreneuriat, ça peut être des périodes plus longues, de 3 mois, 6 mois. Donc, on va dire que c'est des mécaniciens, mais au-delà de ça, et c'est surtout ce qui est le plus important, c'est qu'ils viennent chercher chez nous une acculturation, un mode de management, des modes d'organisation, une culture au travail qui est différente de celle qu'ils ont souvent dans leur entreprise, généralement assez hiérarchique, assez silotée, avec, on va dire, des process, etc. Et en fait, ça, c'est super intéressant. Ce qui est super intéressant, c'est la mixité en fait de ces publics et voir comment est-ce que leurs questions et leurs habitudes viennent se frotter à d'autres habitudes. Et finalement, les bizarres, on ne sait pas qui c'est. C'est-à-dire que quand la grande entreprise arrive, la start-up elle est un peu bizarre. Puis quand les start-up sont là, c'est la grande entreprise qui est bizarre. Donc au final, c'est un monde de bizarres qui se réunit dans ce lieu. Et ça permet aux uns et aux autres de finalement se modeler, s'adapter. Et ça, c'est quand même, à mon sens, assez important. Alors, il n'y a pas que des très grandes entreprises qui vivent ça. Je travaille par ailleurs pour la meunerie française, les meuniers et les boulangers. Chez les meuniers et les boulangers, il y a des très gros meuniers et puis des plus petits meuniers. Et en fait, on se rend compte que chacun, en fonction du stade de maturité et du point où il en est, peut finalement passer des pas. Et au final, on ne va pas tout de suite déployer l'énorme batterie que met en place en Société Générale quand on est une
une petite entreprise qui a envie de commencer à tester, expérimenter. Pour autant, quand on est une plus petite entreprise, on peut commencer à tester un certain nombre de choses. Je y reviendrai après. Donc la question qui était posée, c'est comment est-ce qu'on transforme son entreprise par le digital. Donc là, je vous donnais 2-3 points. C'est pas juste une question d'outils, techniques, de SI ou de digital. C'est aussi et avant tout une culture, une organisation, des façons de travailler. Donc ça, c'est un premier point quand même à bien garder à l'esprit, c'est que la digitalisation des entreprises, elle passe certes par des outils, des techniques et des méthodes, mais elle passe aussi et avant tout par une culture, une façon de travailler, des modes de coopération plus ouverts, plus transversaux, plus libres en fait. La première chose en tout cas que nous on constate, moi je vous ai donné des points de repère super concrets. On travaille pour Bayard, on travaille pour Société Générale, la Monnerie, on travaille pour plein de gens différents. La première chose, c'est que pour se digitaliser, c'est une question de volonté et d'envie. Et à tous les niveaux. C'est pas juste des expérimentations là comme ça dans un coin. S'il n'y a pas une volonté managériale du top management, si la direction générale n'est pas embarquée et pas OK sur le fait qu'on va tester la digitalisation, en gros, ça ne se produira pas. Il va y avoir plein de petites choses qui vont se passer à droite à gauche, mais dès qu'il y aura un pépin ou quelque chose qui ne tournera pas, le truc il va sauter. Donc il faut qu'il y ait un vrai engagement du COMEX, du dirigeant, de son équipe de direction, qu'elle comprenne de quoi on parle et qu'elle se dise OK, on veut tester. Et quand j'ai mis COMEX Management, j'ai mis les activateurs. Parce que chez vous, dans vos entreprises, il y a des gens qui sont super partants et d'autres qui sont super réfractaires. Et il faut partir avec les super partants. Il ne faut surtout pas vouloir essayer de faire bouger les réfractaires. Ceux-là, ils seront embarqués après. On part de l'envie, on part du moteur, et on crée des petites cellules et on teste. Ça, c'est le premier, peut-être moi en tout cas, le premier point de repère important dans le passage à l'action dans le digital. La deuxième chose, c'est une question d'organisation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une question d'organisation, c'est une approche du collectif moins pyramidale, avec plus de transversalité, moins de silos, le fait de travailler en transversal avec des équipes pluridisciplinaires, le fait de se dire que finalement l'ouverture, elle est déjà à l'intérieur de l'entreprise, entre le marketing, les SI, le juridique, enfin vous voyez, souvent le juridique qui travaille sur les sujets juridiques, en fait les faire travailler à la conception d'un produit dès l'amont, ça va éviter ensuite de se prendre la tête sur le juridique. Donc, le fait de construire des équipes hybrides à l'intérieur de l'entreprise, ça participe en fait d'un mouvement de digitalisation de l'entreprise. Le deuxième point, c'est le côté plateforme. On parle beaucoup d'économie de plateforme, d'un État plateforme, des entreprises une économie qui se plateformise. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ça s'ouvre, c'est que ça se connecte à l'extérieur. C'est que finalement, la façon dont on organise son entreprise, on ne le fait pas qu'en système fermé avec les salariés, mais on le fait en système ouvert, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec même ses clients parfois. Et on développe des approches de coopération qui sont assez différentes dans la mise en action. La culture, elle est super importante, parce que dès lors qu'en fait on s'organise autrement, ça veut dire aussi qu'on a des approches culturelles au travail qui sont différentes. Alors, je vous ai pas mis le bien-être au travail, etc., parce que là je pourrais y aller, mais en fait, il y a tout un mouvement, notamment dans les jeunes générations. Là, le collectif Mangrove, ils sont un peu extrêmes chez nous. Ceux qui parlaient, les trois, là, qui voulaient la bienveillance et tout ça. En fait, c'est assez rigolo, parce que eux, ils sont freelance. En gros, ils sont tous polytechniciens ou issus de très grandes écoles. Ils ont eu une expérience dans des très grosses entreprises. Ils sont sortis au bout de 3-4 ans en se disant c'est bon, on n'a pas envie de se faire manager comme ça. Et ils sont partis. Ils ont fait un petit tour à San Francisco, puis ils sont venus. Et en fait, ils ont monté un collectif de freelanceurs qui travaillent pour des entreprises, mais qui développent en fait entre eux des outils, des mécaniques de travail, comme un peu un terrain d'exploration. C'est-à-dire qu'ils utilisent en fait leur travail au quotidien pour développer des outils, des pratiques. Par exemple, ils ont mis en place un système de 0 réunion. Souvent dans l'entreprise, il y a un peu la réunionnité du quoi. On passe beaucoup de temps en réunion, à s'expliquer ce qu'on va faire dans une semaine et tout. Mais là, ils disent, ok, et si on devait avoir 0 réunion, on ferait comment? Et effectivement, on penserait le digital comme outil, source, qui va nous aider en fait à le faire. Et là, on se rend compte qu'on développe finalement derrière plein d'outils qui sont utiles. Alors, j'en ai juste sélectionné 2. Ils sont gratuits, libres, n'importe qui peut l'utiliser. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont ici dans la salle, vous pouvez les télécharger et travailler avec chez vous quand vous arrivez.
Slack et Trello. Slack, c'est un outil collaboratif, sans doute vous le connaissez pour certains. En tout cas, ça permet d'éviter les plein de mails, quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont recouverts de mails. Ben là, ça évite d'avoir plein de mails parce que ça va se loger directement au bon endroit. Et Trello, en fait, c'est un système de partage d'informations, ce qui fait que quand on continue sur des projets, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire que quand on se voit pour faire une réunion, c'est pas une réunion pour se faire des points, pour se dire qui a fait quoi, où on en est. Parce que ça, en fait, c'est de la perte de temps. Si on a un outil transversal où on sait qui fait quoi tout le temps en temps réel et qu'on peut s'informer sur ce qui est fait, il n'y a pas besoin de se faire un point pour savoir où t'en es, puisque c'est transparent et c'est écrit. Du coup, le temps disponible pour travailler ensemble, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus utile. Il sert en fait à faire du brainstorming, il sert à réfléchir ensemble, il sert en fait à être une vraie réunion de travail où on est plusieurs personnes différentes qui doivent réussir à faire sortir de terre un projet. Et ça, c'est important et c'est par finalement des outils qu'on réussit à toucher du doigt d'autres modes de management de projet, on va dire, plus transparents, où il n'y en a pas qui conservent l'info chez eux et qui ne la transmettent pas aux copains. Et du coup plus efficace parce que quand on se voit, eh ben, on travaille, on n'est pas en train de se coordonner sur ce que les uns et les autres ont fait. Et alors ça, en point de méthode, là aussi, c'était plus un point de repère qu'on a avec des très grands groupes, et même avec des plus petits. C'est de se dire, on ne va pas transformer son organisation d'un coup intégralement. Enfin, c'est de la folie. Enfin, l'idée, c'est de se dire, on va choisir un terrain d'expérimentation, un terrain de jeu, on le circonscrit, et on se dit, sur ce terrain de jeu-là, on va y aller en mode test. Et ça veut dire qu'on va accepter la culture de l'échec, on va accepter de se planter et de rebondir. Ça veut dire qu'au niveau de la direction, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est acté qu'on a le droit de jouer avec des méthodes et des approches un peu différentes. Et ça veut dire qu'on circonscrit le risque, puisque le risque, il est cantonné finalement au terrain d'expérimentation. Ça peut être pour certains sur je réinvente un modèle de caisse, ça peut être je repense un modèle fournisseur, ça peut être plein de techniques, plein de champs, plein de chantiers qui sont à réexplorer autrement. Et le dernier point, ah mince, bah voilà, bah c'est pas grave. Voilà, bah le dernier point, c'était finalement de se dire, quel que soit, alors non, ça c'était moi, voilà, c'était vraiment de se dire, si je devais synthétiser les premiers pas, quel que soit le stade de maturité de l'entreprise, j'irais sur trois points. Le tout premier pas, c'est déjà regarder dans son environnement direct, dans ses fournisseurs, ses partenaires, ses prestataires, comment est-ce qu'ils sont avancés. Là, j'ai un merveilleux exemple avec la meunerie française, où il y a un fournisseur qui s'appelait Buller, qui était super avancé sur tous les systèmes d'usine, etc. Et en fait, en coopérant autrement avec son fournisseur, ça tire la filière et ça tire les acteurs de la filière par des expérimentations qui sont finalement pas financées par l'entreprise elle-même, mais qui sont co-soutenues par le fournisseur et l'entreprise. Et du coup, on peut commencer à mettre un pied dans des expérimentations grâce à son écosystème vraiment le plus proche, en fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est travailler avec des structures qui ont finalement des écosystèmes complémentaires du vôtre. Quand on a des entreprises qui viennent chez nous pour travailler, alors des lieux comme nous, il y a des incubateurs, il y a des pépinières, il y a tout un tas de lieux. Si vous regardez en région, c'est pas compliqué, vous allez voir BPI France, ils cherchent aussi à créer la relation des pays entre les PME, l'univers des startups. Il y a plein d'acteurs en fait localement qui essaient de structurer les écosystèmes de l'innovation localement. Donc j'ai fait un petit tour tout à l'heure, il y en a qui sont à Lyon, à Caen, enfin bref, un peu partout. En fait, c'est pas un sujet parisien. À Paris, on cristallise beaucoup de startups, notamment internationales, mais la dynamique en fait entrepreneuriale, elle est partout, au niveau des territoires. Et donc se dire qu'on va dans ces hubs-là, on va dans ces écosystèmes et on teste, on regarde comment ça se passe un hackathon, on teste des formats, on essaie de rentrer là-dedans avec son équipe et on se dit, est-ce que ça pourrait produire ? Ça, c'est le premier, c'est un autre point qui est intéressant, qui est de dire comment est-ce qu'on peut travailler justement un peu au-delà de l'écosystème traditionnel de l'entreprise sur des sujets précis. Et le troisième point, c'est ce que je vous évoquais juste avant, c'est on expérimente sur une fonction, sur un périmètre donné, sur un terrain qu'on codétermine.
Et l'important, c'est surtout pas de le faire de façon top-down ou de façon, on va dire, sur la base d'un modèle de travail habituel. C'est de se dire qu'on teste tout. C'est l'occasion de tester des modes de management différents, des outils et des techniques différents, des modes de coopération en open innovation avec d'autres acteurs différents. C'est vraiment l'occasion de tester toutes les facettes liées à la digitalisation et pas que la facette tech de la digitalisation. Merci. Marie-Hélène, merci. C'était comme ça Saint-Étienne, dense, très très dense. Alors avant de passer à des échanges avec vous pour répondre à des préoccupations qui peuvent être encore plus personnelles en quelque sorte, on va vous reposer la question, la même qu'au début de l'intervention de Marie-Hélène, sur le degré de maturité de votre entreprise, le degré que vous estimez aujourd'hui de maturité de votre entreprise dans le domaine digital, à la lecture notamment de tout ce que nous a dit Marie-Hélène. Icast va revenir. Icast, où es-tu? Ah, c'est du direct, hein. Ça c'est quand même. Ça y est, Jérôme? Ouais. Et voilà, c'est formidable. Allez, encore une vingtaine de secondes pour répondre à cette question. Est-ce que votre entreprise est suffisamment mature face aux enjeux du digital? Alors, juste un petit commentaire au mémoire. Vous étiez, oui, à 32% tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, sur la question qui était posée dans le cadre d'intervention de Christian Saint-Étienne, l'augmentation du positif est passée de 42 à 72. Là, elle est passée de 32 à 39. C'est du travail. Bien, on va lancer les séries de questions à nos deux experts. On va tenter quelque chose, ce serait que vous réfléchissiez avec votre voisin et que vous orientez vos questions plutôt sur le passage de l'action, c'est-à-dire sur quels seraient les freins que vous avez aujourd'hui et où vous trouveriez des réponses auprès des experts. Donc on vous laisse deux minutes de préparation, on est un peu serré dans le temps qui nous reste, sachant qu'on est obligé de lâcher nos experts à 17h, parce qu'ils ont des trains retour. Comment se rémunèrent ces dirigeants de start-up? Comment vendent-ils leurs services? Une start-up par essence c'est super fragile. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, il y a une initiative qui s'appelle French Tech qui cherche à promouvoir, soutenir, développer en fait, l'écosystème de start-up en France. Et d'ailleurs, par rapport à la vision de la France au niveau mondial, on a un écosystème extrêmement tonique en fait en France avec beaucoup de fonds d'investissement qui viennent. Donc en fait, les startups, elles cherchent à créer un produit, un MVP, un produit minimum viable pour pouvoir ensuite le tester. Souvent, elles travaillent avec des partenariats avec des entreprises. Parfois, elles cherchent à avoir des fonds d'amorçage pour démarrer. Et puis, chaque mois qui passe, c'est un mois de survie en fait, jusqu'à ce que leur produit soit testé, viable, et puis que ça puisse ensuite prendre une autre forme. Mais on va dire, les startups, elles sont vouées à mourir avant de vouer à se développer. Quand on regarde la chaîne réelle de la vie d'une startup. Donc c'est souvent des projets entrepreneuriaux, ils débutent, et puis ils testent, ils itèrent, ils cherchent les premiers clients, le deuxième client, éventuellement les subventions ou les soutiens d'aide à l'accélération des startups qui sont souvent tenus autour de BPI France. Et puis ensuite, soit ça décolle pas, et puis ils passent à autre chose. Ce qui est important, c'est de circonscrire la chute. Ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage qu'ils en tirent et voir comment ils réussissent à pivoter par rapport à la question des startups. Finalement, si vous voulez utiliser l'application pour les questions, c'est une solution. Donc sinon, il y a une autre question. Où trouver les lieux de construction collaborative du digital en région? Là, il y a pas mal d'acteurs en fait, régionaux. Il y a les réseaux de cantines, il y a tout ce qui est autour de BPI, il y a même les CCI. Globalement, les acteurs du digital sont assez structurés, on les trouve assez facilement. Vous mettez lieu d'innovation Rennes. Alors il y a des zones qui sont peut-être plus développées que d'autres.
mais il y a un écosystème de start-up très tonique. Si vous allez à Lyon, il y a le Tuba à Lyon, peut-être que vous connaissez. Si vous allez, enfin, globalement, si vous allez dans la région PACA, vers Marseille, il y a un nouveau lieu là, qui va ouvrir bientôt, qui s'appelle The Camp. Bref, il y en a partout en région. Il n'y en a vraiment pas qu'à Paris. Ok. Jérôme, tu prends la première. Et quel intérêt pour externaliser la R&D, justement? Alors nous, on ne peut pas parler d'externalisation, on peut parler de coopération, de co-travail. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, on a un acteur qui s'appelle RTE, et ils ont délocalisé leur lab chez nous. Il n'est plus à la Défense, il est chez nous. Et il est chez nous parce qu'ils ont envie d'une forme de connexion et d'interconnexion fréquente en fait avec l'écosystème de start-up, d'institutionnels, etc. C'est pour se créer en fait une forme d'écosystème et de culture qu'ils n'auraient pas s'ils étaient isolés à la Défense dans leur tour. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils externalisent. Ça veut juste dire que sur certains pans d'activité, ils collaborent, ils travaillent avec vous pouvez garder l'autre, mais il n'y en a pas un autre là-bas. Donc c'est pas délégué quoi. C'est pas comme quand on sollicite un consultant qui fait du travail pour vous. C'est vraiment du travail de coopération, de travailler en mode un peu différent, ouvert. Et là, qui sont externalisés des entreprises, souvent ils ne le délèguent pas, ils le font différemment dans leur écosystème. Pour préparer l'atelier, beaucoup d'entre vous avaient répondu à des questions préalables. Et en gros, moi je les ai scannés. Il y avait une question qui revenait sous différentes formes. C'est en gros, j'ai une boîte, j'ai 30 personnes, j'ai 80 personnes, je suis à Lille, à Valenciennes, à Rennes, à Périgueux. Je suis dans la chaudronnerie, dans la menuiserie, dans XY. Comment j'aborde ce truc? Bon. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par Madeleine, mais vous êtes dans une activité où vous travaillez de façon traditionnelle. Hein, vous avez un plan, parce que là il y a une question qui est comment on met en place ces produits, comment gérer les conséquences tout en assurant la production actuelle. Donc une des premières démarches, c'est véritablement de s'ouvrir à ses fournisseurs et à ses clients et de voir comment on peut coproduire les produits de l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une façon traditionnelle de faire les choses et de passer dans un nouveau mode digital qui serait totalement transformé. Il s'agit de se dire comment j'évolue. Voilà. Donc c'est ça qui est le point clé, parce que ce qui est souvent extrêmement stressant dans cette situation, j'ai vu beaucoup de questions, j'ai 45 ans, j'ai 50 balais, comment je fais pour m'adapter? Moi aussi, je fais beaucoup de consulting. C'est une question qui revient. Bon, ben, ça ne doit pas être un point de blocage. C'est pas, je suis dans une entreprise de la deuxième révolution, je veux passer dans la troisième. Ça, c'est une vue de l'esprit, c'est une conceptualisation pour expliquer ce qui se passe. Mais je suis dans une entreprise, comment je fais évoluer mon modèle? Ben, c'est en transformant l'organisation, en transformant les modes de travail. Et très concrètement, sur ça, parce que c'est des questions que nous posent tous nos clients, notamment les très gros industriels qui ne peuvent pas complètement modifier leur mode de travail et il faut qu'ils continuent à être délivrés et assurer le business en continu, c'est véritablement expérimenter à petite échelle, de façon circonscrite. Et se dire que cette expérimentation-là, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, avec plein d'équipes différentes, à la fois pour opérer une mutation des équipes dans plein d'endroits différents dans l'entreprise et circonscrire le risque, finalement, au périmètre qui est défini. Et donc, on maintient le run actuel d'activité, le fait de continuer à produire, à livrer, comme on le fait d'habitude, on ne change rien en fait. Mais on crée des équipes autour qui vont essayer de tester et d'expérimenter sur de nouveaux sujets. Et ça, quelle que soit l'industrie, en fait, c'est le mode opératoire qui développe pour pouvoir assurer la continuité du business, tout en commençant à expérimenter des transitions de tout ordre. Par rapport à ça, pour compléter, parce que moi je suis rentré un peu dans cette dynamique-là avec mon entreprise, et une des pistes que j'ai utilisées, c'était de confier ça
à des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Parce que la réalité, c'est que nous, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas tout le monde, peut-être très jeunes, et globalement, on a tous un peu des cheveux. Et c'est vrai qu'on n'est pas. Il y a des réflexes, un mode de fonctionnement, une compréhension du monde, de l'univers, des technologies, des usages, sur lesquels on est un peu dépassé. On a intérêt à écouter ce que ces générations-là ont à nous apprendre. Et ça a été, pour moi, la possibilité de mettre en œuvre cette révolution dans l'entreprise. Une façon juste qu'on a de le faire, on les intègre, mais ils n'ont ni une place prépondérante, ni une place... ils ont une place dans le système. Et en fait, ce qui est super important, c'est de ne pas les mettre à côté les cheveux gris. Parce que les cheveux gris, on en a gravement besoin. Et du coup, structurer des équipes au profil jeunes, vieux, hyper digitaux, pas du tout, ça permet aussi d'embarquer un maximum de monde dans l'entreprise, de leur faire tester à tous et de donner du goût et de l'envie à d'autres qui sont peut-être moins culturellement engagés naturellement. Sur ce point-là, ce que vous évoquez, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, on va chercher des jeunes, pourquoi pas. Mais la mutation... Hein? Pour moi, c'est au-delà de l'utilisation. Oui. C'est changer de modèle. Oui, changer de modèle, mais avec les équipes qui existent. Parce que si vous avez des gens de 40 ans ou 50 ans, on ne va pas les envoyer à l'abattoir. Et donc, je prends un exemple. Vous avez, je vais au-delà de votre exemple. Vous avez une entreprise qui fabrique du placo-plâtre. Bon. Elle en fait au mètre carré, au kilomètre carré. Donc, elle peut continuer de faire son produit au kilomètre carré en améliorant continuellement l'efficacité, en réduisant le coût. Bon, ça c'est la deuxième révolution industrielle. Elle peut aussi, et là elle peut utiliser des jeunes et des vieux et parfois en binôme, aller chez le client pour dire mais vous les utilisez à quoi faire ces produits? Vous-même, vous imaginez que vous allez les utiliser comment dans 5 ans? Comment ça va muter? Comment on peut travailler ensemble? Voilà. Donc c'est cette démarche où on peut coupler et après on voit comment on utilise la technologie, mais c'est au moins autant une transformation de l'organisation et des modes de relation avec ses clients et ses fournisseurs que l'impact de la technologie elle-même. On peut prendre une question. Il y a 10 votes. Comment gérer les conséquences de la révolution digitale sur les emplois peu qualifiés? Ça met le doigt sur une autre question, enfin 2 ou 3 autres questions qui sont beaucoup discutées actuellement. C'est l'impact de la robotisation. Bon, est-ce qu'on vire tout le monde? C'est l'impact de l'intelligence artificielle. C'est la robotisation au carré, c'est-à-dire que non seulement on robotise les gestes, mais on va robotiser les cerveaux, on vire les... Bon, il y a beaucoup d'interrogations, il n'y a pas de réponse certaine, mais ce qu'on peut, c'est là aussi regarder le passé. Les mêmes questions, exactement les mêmes, étaient posées en 1820. Hein. D'ailleurs, c'est là où il y a les premières révolutions des canuts, c'est là où il y a les premières révolutions physiques extrêmement violentes, où les ouvriers cassent les machines parce que ça va leur prendre leur boulot. Bon, ce que l'on observe, c'est qu'en 1820, en Europe, 90% de la population vit dans le monde rural et 60% de la population est dans l'agriculture. Et vous prenez la France, il y avait 20 millions d'habitants, la population active c'était 13-14 millions et donc ils étaient très largement dans l'agriculture. Et vous auriez dit à ce moment-là, la France va passer de 20 à 60 millions d'habitants, les gens dans l'agriculture seront 2% de la population, tout le monde vous dit mais ils vont faire quoi les autres ? En 1820, vous ne pouvez absolument pas imaginer les jobs des gens en 1850, en 1880. Néanmoins, voilà. Alors après, ça rejoint quelque chose, je ne réponds qu'indirectement à la question, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, Français, pour les Européens de manière générale, mais pour nous, Français, le changement est toujours extrêmement stressant. Hein. C'est quelque chose qu'on refuse avant que ça arrive. Bon. Et donc, il faut accepter que les jobs de demain, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Alors, vous avez plein d'études qui disent que la moitié des jobs dans 15 ans n'existent pas aujourd'hui. La robotisation va faire en sorte que nous ferons des choses très différentes ou que nous les ferons mieux. Par exemple, la robotisation dans les usines automobiles,
fait que les ouvriers à 50 ans, ils sont beaucoup moins cassés qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans parce qu'ils portaient des charges, ils montaient des pneus, ce sont les robots, mais en revanche, maintenant, ils gèrent et ils suivent en permanence le fonctionnement des robots. Voilà, donc la robotisation, et dernier point, ça qui est très important sur ce... Oui, je le rassemble, mais c'est très important parce que c'est des chefs d'entreprise, donc des leaders d'opinion qui ne sont pas seulement chefs d'entreprise, mais qui parlent autour d'eux. Ce qui est très très important, c'est que les pays dans lesquels il y a le plus de robotisation, le taux de chômage est plus faible. Hein. C'est exactement l'inverse de tout ce que les Français pensent. Hein. C'est-à-dire en Allemagne, aujourd'hui, pour 10 000 ouvriers, 10 000 employés, vous avez 400 robots en Corée du Sud, vous en avez 250 en Allemagne et 140 en France. Hein. Donc il y a 2 fois plus de robots pour 10 000 ouvriers en Allemagne qu'en France et le taux de chômage est double en France de l'Allemagne. Hein. Donc les robots, l'intelligence artificielle, ça n'amène pas forcément le chômage. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Un autre point de repère qui est moins sur ce registre-là qui vient d'être dit, mais qui est plus, au final, il y a toute l'intelligence artificielle va être aussi mise au service de la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on voit émerger aujourd'hui toute une thématique autour des organisations apprenantes, autour de la formation tout au long de la vie, pour faire en sorte que les gens qui savent faire certaines choses vont savoir faire d'autres choses, et comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement par des politiques publiques, par des mécanismes de formation et aussi par les technologies. Donc il y a aussi quand même des réponses qui sont en train de naître en même temps que la robotisation naît. Il y a les réponses en face qui sont en train de naître parallèlement. Juste pour un complément par rapport à la remarque de monsieur qui disait il y a plus d'industrie en Allemagne, c'est normal qu'il y ait plus de robots. En Espagne aujourd'hui et en Italie, il y a plus de robots qu'en France. Ils n'ont pas une industrie supérieure. Donc on a eu un sous-équipement aussi dans ce domaine. Nous approchons bientôt de 17h et on vous a promis de vous libérer pour 17h. J'ai pas vu le temps passer, moi. Les intervenants du TGV. Ce qu'on souhaitait à l'issue de cet atelier, c'était en fait que vous fassiez le point vous-même, là pendant 2 minutes à peu près, que vous formuliez J'ai pas vu le temps passer. la première action, Je pensais qu'il restait une demi-heure. le premier pas que vous décidez de mettre en œuvre dans le domaine de la digitalisation. Vous allez peut-être travailler, si vous êtes en cours sur des plans à 5 ans ou à 10 ans, c'est tant mieux, ou à 2 ans. Et là, après cette convention, vous allez retourner chez vous, et à l'image de ce que disait Marion tout à l'heure sur il faut bien avancer, sur des projets, oser les tester, et risquer que ça ne marche pas, mais espérer que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous pensez faire dans votre entreprise concrètement? Merci de la formuler, et puis en fait de la balancer sur Bicast. Comme ça on va pouvoir voir dans la variété de vos activités, parce qu'elles sont très variées, la variété de vos tailles, parce que vous êtes de quelques salariés jusqu'à plus de 1000 salariés dans la salle, et bien de quelles actions allez-vous mettre en œuvre? Une seule, mais vous allez réellement la mettre en œuvre. On retourne sur Bicast? En 2 minutes simplement. Voilà, les éléments commencent à arriver. Il n'y a aucun intérêt à faire de la statistique là-dessus, ça c'est clair et net. Par contre, c'est l'effort que vous faites de formuler une décision d'action que vous allez mettre en œuvre. En tout cas, si vous avez envie de voir en vrai et que vous passez à Paris, j'ai des équipes qui peuvent vous faire un tour et vous faire toucher du doigt concrètement, avec plaisir, on vous montre. On vous montre comment ça se passe dans un lieu comme le nôtre, si vous êtes de passage, vraiment avec plaisir. Un petit commentaire également pour répondre à l'une des questions qui a été posée sur la notion d'écosystème et où aller, à qui s'adresser près de chez moi par rapport à des lieux d'incubation, etc. Sur Internet, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, mais plus encore sur les réseaux sociaux. Allez voir sur LinkedIn, Facebook, les acteurs de proximité sur ces thématiques-là font de la communication régulière sur les événements qu'ils organisent. Allez vous renseigner, vous allez à tous les coups tomber sur un truc qui se passe dans 8 jours ou dans 15 jours. Et ce sera la première accroche par rapport à ce type d'écosystème. Et de la même manière sur Trello et Slack, bidouillez un petit peu, téléchargez-les, c'est gratuit. Et Marie-Hélène me disait en aparté, demandez à votre fils, à votre fille, si jamais vous êtes un petit peu coincé. Il est 58, on va conclure avec, tu affiches la question, donc le mot, en un mot,
qualifier ce que vous avez découvert d'important pour votre entreprise. Voilà. Un dernier mot par Vicas, simplement, on va se faire un beau nuage de points sur votre ressenti en un seul mot. Si vous en mettez deux, vous inquiétez pas, ils seront à l'écran, ils seront tous les deux collés, mais on les verra. Et pendant que ces mots vont s'afficher, on va simplement vous dire merci de votre participation nombreuse. Merci à nos deux intervenants experts, Marie-Hélène Vicaré et Christian Saint-Etienne, pour votre venue et votre complémentarité. Et puis le digital est en route, vous l'avez dit largement. Simplement, il est temps de retrousser les manches, si on ne l'a pas déjà fait, de continuer de toute manière à avancer. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme dans ce domaine. Je vous en prie. Oui, juste un mot, moi j'ai envie de dire, le digital ne doit pas être votre maître, hein, c'est votre serviteur. Hein. Donc voilà, il ne faut pas penser l'entreprise en disant voilà, je vais m'organiser autour du digital. C'est comme si vous disiez dans la deuxième révolution industrielle, j'organise mon entreprise autour de l'électricité. L'électricité, c'est un moyen de faire. Donc, par rapport à ce que disait Madeleine ou ce que j'ai pu dire, là, si vous vous interrogez sur la question qu'est-ce que je... Marie-Hélène depuis tout à l'heure. Marie-Hélène, bon, c'est pas grave. C'est pour ça que tout le monde rigolait depuis tout à l'heure. Le point clé, c'est moins les outils que qu'est-ce que je change dans la façon de travailler et la façon d'utiliser mes collaborateurs. Très bien, il est 17h, merci pour ce moment. C'est Marie-Hélène. Marie-Hélène. C'est Madeleine, c'est pour ça qu'il rigolait. Parce qu'avec Marie-Hélène, 30. Il est pas décalé du délire, c'est d'international. Merci à vous.